Ô ville de Saint-Sevé, cap de Gascogne, abrupte sur la Dour et d'accès en détour. À ton môle, accostent gabarres et chalibardans, lourds de barriques d'Armagnac et Tursan. Promontoire sur la mer des Pins, contemplatif par destin, des Gascons citadelles indomptées sur l'horizon bleu des Pyrénées. Longue histoire au fil des jours, comme en Chalosse un sillon de labour. Ô ville de Saint-Sevé, cap de Gascogne, n'est-il meilleur temps de vivre qu'à tes instants? Voici la place du Tour du Sol, à la croisée de nos rues, et des arcades survécues à l'antique paréage, où chacun, du fond des âges, croise le rude Celtibère, de l'Oppidum et du Dolmen, le gallo-romain d'Augreil pour domaine, le sarrasin et le Gaul pour la razzia de leur galop, notre martyr, le missionnaire, dans son tombeau dépositaire, le moine et le copiste sur fond d'apocalypse, le sénéchal d'Angleterre, les frasques de l'abbé commendataire, Arnaud de Molle qui piégeait au filet la lumière du vitrail diapré, Montadour de la Révolution, saignante au collet de la Convention, Monsieur le sous-préfet, moustache au grand air, Lamarque, le général, sabre clair. Ainsi, le feu de la Saint-Jean, le feu du Baptiste et de l'Évangéliste, relais de tous les temps, brûle aujourd'hui pour toi, passant qui te mêle au Gascon. Veille donc et rêve à des raisons. Pour que ta joie vibre ce soir, voici les clés de notre bonne ville de Saint-Sevé. Voici son livre d'heures, et voici son horaire. Voici tout le parcours de son événement. Voici ses lieux d'étape et son itinéraire. Voici tout le discours de son avènement. Depuis qu'à l'orée du 5e siècle, Séverus et ses compagnons ont été massacrés par les Vandales, une ombre épaisse de 200 ans va s'étendre sur ce coin de Gascogne. Mais la vie continue sur une terre fertile, patiemment, courageusement défrichée par un peuple laborieux. Et voici que soudain, dans cette brume, une lueur apparaît à l'aube du 7e siècle. Venu de la lointaine Île-Dieu, un moine bénédictin qui prêche l'évangile en Gascogne a établi son siège auprès du tombeau du martyr. Moins de 50 ans plus tard, sur ces mêmes lieux, Sébastien, comte de Gascogne, va dédier en l'honneur du saint une église magnifique entre toutes, richement parée d'ornements d'or et d'argent et agrémentée de colonnes de marbre. Hélas, l'ombre passe à nouveau. Les troupes débridées de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, mettent la ville à feu et à sang. De l'église somptueuse bâtie par Sébastien, il ne reste bientôt plus qu'une modeste chapelle sur le tombeau du martyr. Mais alors que s'achève le Xe siècle, la dévotion populaire n'a pas faibli. Elle demeure ardente au cap de Gascogne.
C'est l'an 986. À quelques lieues d'ici, la bataille fait rage dans la plaine de Bruyères et de Landes. Des hordes de Normands et de Sarrasins, les uns venus de la mer, les autres des montagnes, ont envahi la région. Guillaume Sanche, 10e duc de Gascogne, les affronte à la tête de son armée pour leur interdire le passage. C'est à Thalès, près de Tartas, qu'a lieu l'engagement. Au milieu de l'affreuse mêlée, Guillaume, sentant peut-être la victoire lui échapper, se souvient que non loin de là, au cap de Gascogne, le peuple vénère Sévérus le martyr. Entre deux assauts, il implore le ciel. S'il gagne à Thalès, il le promet au Dieu tout-puissant qui décide du sort des batailles, il reconstruira le monastère à la gloire de Saint-Sevé. Après plusieurs heures de combats acharnés, les barbares sont repoussés. Guillaume, victorieux, va tenir sa promesse. L'ombre se dissipe et l'avènement du XIe siècle baigne dans l'éclatante lumière de la construction de l'abbaye. Bénédictin, bénédictin, à la règle, tiens-toi bien. Mieux vaut jeter celle affadie et n'obéir qu'à la réforme de Cluny. Les ouvriers s'affairent. Très vite, l'abbaye rayonne sur la ville et les alentours. Sous la crosse de Grégoire de Montaner, le cloître se peuple de clercs. La coule de Bure se met d'instance au goût de la prière et du silence. Bourgeois et mécènes par piété, de revenus et donations l'ont gratifié ce monastère qui vient à la splendeur d'une ruche d'art, de science et de labeur. Lors, la fièvre du moellon fait du moine un maçon. Le scriptorium recrute les copistes et dans l'huminure les spécialistes. Castille et Léon prêtent manuscrites leur culture d'accent visigothique. Le calligraphe s'applique à la Caroline, laissant place aux symboles que notre imagine. Frère Stéphane Garcia, l'enlumineur, de minutieuse patience broie ses couleurs. Le tracé génial, tel un cerne de plomb, moule énergiquement les tons. Du Christ le triomphe et de Satan les carnages. Comment traduire cet oracle en images que Béatus, au diocèse de Burgos, commentait en son couvent de Silos? Voici l'épopée divine, de ses fins et de ses origines, l'alpha et l'oméga. En ce début du XIIe siècle, Suavius a la haute main sur l'abbaye. Aux habitants, dont la maison est près du monastère, et qui lui ont demandé la permission de clôturer les lieux pour créer une ville, il a donné son consentement. La ville sera ceinturée de murailles, mais l'abbé a seul le droit de veiller sur les portes, de les fermer comme bon lui semble. Toutes les amendes lui reviendront.
Il percevra les taxes et fera saisir les marchandises entrées en fraude et sans payer les droits. Dans ce statut urbain, un des plus anciens octroyés en Gascogne, Suavius fait une autre concession. Plusieurs conseillers l'ayant décidé, leur conseil étant requis, il est établi, après de nombreuses délibérations, que chacun pourra venir vendre sans entrave au marché de la Laubère sur la place du Castellet. Ce marché durera du jeudi après-midi jusqu'au dimanche à l'aube. Chaque année, une foire commencera le 5e jour après Pentecôte et durera 11 jours. Et il est établi que si vendeur ou acheteur se sert de faux poids ou de fausses mesures, il n'obtiendra aucune rémission et devra payer à l'abbé une amende de 6 sous. Elle est vivante, cette foire de la Loubère, et assurément une des plus fréquentées de toute la Gascogne en ce Moyen-Âge. Les vendeurs de draps de laine, de velours et d'étoupes y côtoient ceux de fougasses, de houbannes, de mestures, de poissons de mer et d'eau douce et de miel. Les forains sont des marchands de piquets, de cercles de barriques, de paniers en osier. Ils voisinent avec les vendeurs de résine, les apothicaires, les marchands d'eau-de-vie, de pots d'étain et de verre. Les tavernes regorgent de monde. Troubadours et amuseurs publics s'en donnent à cœur joie. 11 jours de liesse, ce sont chaque année 11 jours de liesse à l'approche de la Saint-Jean d'été. Au 11e jour de ce pittoresque marché, le mouvement des affaires et des échanges ne se ralentit pas. Le quartier de la Loubère grouille toujours de forains, troubadours et bateleurs. Les tavernes ne désemplissent pas de marchands et d'étrangers, de coquins et de ribauds, de manants et de filles. Voilà. Seigneur, qui êtes ici venus, petits et grands, jeunes et chevelus, et vous aussi, maintenant, en croyez à présent. Celui-là, tout de bleu vêtu, a été en 20 empires et dans les 4 parties du monde. Il n'est pas de ces pauvres pêcheurs, ni de ces pauvres herbiers qui vont par devant les moutiers avec chape mal cousue, portant bottes et sachets et qui étendent le tapis. Sachez-le, jouvenceaux de jouvencelles, de cela il n'est pas. La dame de Salerne qui l'emploie et qui est la plus sage de toutes, l'envoie en Pouille, en Calabre, en Toscane, en Brie, en forêt d'Ardennes, et maintenant dans cette bonne terre de Gascogne, obtire les bêtes sauvages et donner médecine à ceux qui ont maladie au corps. Par Sainte-Marie et par Saint-Jean, je vous le dis, dans ce quartier de la Laubère, voyez ce nerf de riz, qui n'est pas friperie, mais commerce de grande noblesse. Belles gens, ôtez vos chaperons, tendez les oreilles. Regardez ces herbes que j'apporte en ce pays et en cette terre. Ces herbes, vous ne les mangerez pas, car il y a si fort bœuf en ce pays, et si fort destriers, qui, s'il y en avait gros comme un poids sur la langue, n'en mourut de malemort, tant elles sont fortes et amères. Vous les mettrez 3 jours dormir en bon vin blanc. Si vous n'avez blanc, prenez vermeil. Si vous n'avez vermeil, prenez de la belle eau claire, car tel un puits devant son huit qui n'a pas un tonneau de vin en son cellier. Vous en déjeunerez en 13 matins, et je vous dis que vous serez guéris de tout mal, de toute fièvre, de toute goutte, de l'enflure du corps. Car si mon père et ma mère étaient au péril de la mort et qu'ils me demandaient de la meilleure herbe, je leur puisse donner, je leur donnerai de celle-là. De telle manière, je vends mes herbes, qui les voudra en prenne, qui n'en voudra les laisse.
Malgré la liesse populaire, la ville continue à vivre au rythme des cloches du couvent. Au fil des années, l'abbaye accentue son rayonnement sur toute la contrée. La toute-puissance de l'abbé ne cesse de grandir. En cédant à un chevalier un emplacement pour élever un château, il vient de permettre à Mugron de se créer sur la rive gauche de l'Adour. Et, en concluant un accord avec Pierre de Lobanère pour fonder une ville, il est à l'origine de la création de Mont-de-Marsan. Dans la paix et la prospérité, Saint-Sevé, à l'abri de sa florissante abbaye, a pris une place éminente en Gascogne. Plus que jamais en ce Moyen-Âge, la cité justifie le titre de caput vascognier que lui donnaient déjà les Romains. Comment pareille cité, riche et puissante, forte dans ses remparts, sûre d'elle-même en sa position haute, ne serait-elle pas l'objet de vives convoitises? Un événement capital se prépare pour cette seconde moitié du XIIe siècle. En cet an de grâce 1152, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri Plantagenet. Et Henri, quelques mois plus tard, devient roi d'Angleterre. La liesse populaire qui étreint le cap de Gascogne ne saurait faire oublier sa condition nouvelle. Nous voici à Saint-Sevé, devenus sujets anglais. Aliénor va avoir 30 ans. La nouvelle reine d'Angleterre resplendit de beauté dans sa robe de mariée. Henri n'a pas 20 ans, mais il paraît plus que son âge. Il est bel homme, de bonne taille, aux muscles puissants, aux cheveux blonds comme tous les angevins. Elle est séduite par lui, il est séduit par elle. Quel plus bel amour pour chant de troubadour. Dame, votre suit et serait à votre service donné. Votre homme suit et les juré,
elle était dès auparavant. Et vous êtes ma joie première, et serez ma joie dernière, tant que sera ma vie durant. Leur couple est parfait, leur entente complète. Vers la trentaine, elle n'est plus fille frivole. À 20 ans, il est déjà un homme mûr. Aliénor, par la grâce de Dieu, duchesse d'Aquitaine et de Normandie, distribue faveurs et privilèges à son entourage. Elle comble de biens les abbayes de son domaine. Saint-Sevé va largement bénéficier des bontés de la généreuse souveraine que le peuple de la ville chante comme sa reine d'un jour d'avril. À l'entrée du temps clair, pour la joie retrouvée et le jaloux irrité, la reine veut nous montrer qu'elle est amoureuse. Allez, allez-vous-en, jaloux, laissez-nous danser entre nous. Elle a fait partout mander qu'il n'y ait jusqu'à la mer donzelle ni bachelier qui ne s'en viennent danser en la danse joyeuse. Allez, allez-vous-en, jaloux, laissez-nous danser entre nous. Celui qui la voit danser et son gentil corps tourner, il peut dire en vérité qu'il n'est femme à comparer à la reine joyeuse. Allez, allez-vous-en, jaloux, laissez-nous danser entre nous.
Henri décide de confier l'administration de la Gascogne à son fils Richard Cœur de Lion. Mais l'enfant n'a que 12 ans. Le roi et sa mère lui donnent pour précepteur Raoul de Faye, qui sera le premier sénéchal de Saint-Sevé et de la province. Nous, Henri, roi d'Angleterre, faisons de Richard notre fils bien-aimé, le représentant de notre royaume sur cette terre de Gascogne, et déléguons notre autorité souveraine à notre sénéchal, le noble Raoul de Faye. Tous nos sujets lui obéiront en ce qu'il les commandera pour le bien de notre province et le service de notre couronne. Les nouveaux maîtres de la Gascogne vont y faire des visites fréquentes, notamment chaque fois qu'ils installent leurs sénéchaux. Quand ils tiennent leur cours de justice sous le cloître de l'abbaye, les souverains anglais manifestent diplomatie et souci d'apaisement dans les conflits survenus entre les seigneurs gascons et le petit peuple. Il fait bon vivre en Gascogne. Les produits de la fertile Chalosse, ses vins, son blé, ses eaux-de-vie, ses laines et ses cuirs partent pour l'Angleterre. En retour, arrivent chez nous tissus et objets manufacturés. Commerce prospère, rendu plus florissant encore par l'incessant passage des pèlerins de Compostelle, pour qui le Cap de Gascogne est une des plus importantes étapes avant de franchir les Pyrénées. Empruntant la voie limousine, les pèlerins venant des Ardennes, de Champagne et de Lorraine font d'abord halte à Vézelay. Puis, par Avalon, Saulieu et Autun, la Charité-sur-Loire et Bourges, ils gagnent Limoges pour vénérer Saint Martial. Ils s'arrêtent à Périgueux pour prier Saint-Front. La traversée des Landes leur a demandé 3 jours de marche au moins. C'est un pays désolé, où l'on manque de tout. Il n'y a ni pain, ni viande, ni poisson, ni eau, ni source. Et les villages sont rares. L'été, il faut prendre soin de préserver le visage des énormes mouches qui foisonnent dans la plaine et qu'on appelle guêpes ou tans. Et si l'on ne regarde pas ses pieds avec précaution, on s'enfonce jusqu'aux genoux dans le sable marin. Longue et épuisante marche pour des pèlerins déjà fatigués. Mais voici la Gascogne, riche en pain blanc et en excellent vin rouge, couverte de bois et de prés, de rivières et de sources pures. Et les Gascons sont réputés pour leur hospitalité. Avant de poursuivre leur chemin vers les Pyrénées,
les Jacquais aperçoivent de loin la cité de Saint-Sevé, dominée par l'abbatiale. À peine la Dour franchie, ils trouvent asile et réconfort au lazaret de Saint-Michel. Mais les pentes gravies, c'est au monastère qu'ils puissent des forces nouvelles. Là, les portes s'ouvrent largement à tous, malades et bien portants, catholiques et païens. Mais la colère gronde dans la ville et les alentours. C'est que, pour faire ripaille, l'Anglais pressure à merci les habitants du Cap de Gascogne. Bourgeois et riches marchands ne l'admettent pas, et lorsque Richard Cœur de Lion, partant pour la croisade, confirme, en les augmentant, les donations faites au couvent par ses prédécesseurs, la lutte éclate. Les bourgeois décident de ne plus suivre les rites des enterrements, des mariages et des baptêmes. Ils ne payent plus la dîme et élèvent un beffroi pour faire proclamer leur propre sentence. Ils s'emparent des clés de la ville et, groupés en confréries, ils élisent un consul et des jurats pour administrer la cité avec l'appui des caviers. L'autorité du couvent chancelle. Craignant une révolte, la garnison anglaise se fait plus vigilante. Flairant le danger, le roi se mêle de l'affaire et accorde son paréage. Que la chose soit connue, que l'honorable Don Garcia Arnaud, abbé, et les moines du monastère de Saint-Sevé en Gascogne donnent quittance, troc et livrent en échange au noble Henri, roi d'Angleterre, et à notre seigneur Édouard, son fils, ainsi que leurs héritiers, la moitié de toute la justice de la ville de Saint-Sevé et la moitié de la justice de la citadelle de Morlane, a été fait le dernier jour de juillet, l'an du Seigneur 1270, régnant Henri, roi d'Angleterre. Désormais, justice et administration sont réparties équitablement entre la ville et le couvent. Une municipalité s'installe. Les jurats sont élus par les habitants. Les clés et le sceau de la ville sont entre leurs mains. Avant même que se termine le XIVe siècle, nous voilà à Saint-Sevé, libres de nous diriger à notre guise. Mais que d'événements aux alentours en cette aube du XVe siècle. La rumeur d'Azincourt est parvenue jusqu'en Gascogne et on dit qu'il y a grande pitié au royaume de France. Mais on murmure aussi qu'une pucelle, du nom de Jeanne la Lorraine, a eu avec le roi Charles VII un entretien mystérieux. Chinon, Poitiers, Tours, l'épopée commence. Crécy, Orléans, Jargeau, Beaugency, Patay, l'anglais est taillé en pièces. Quel étrange pressentiment nous saisit, et quelle est cette crainte que les courriers colportent jusqu'à nous à travers la Guyenne? L'anglais lui-même aurait-il pris peur? Ils ont brûlé Jeanne la Lorraine sur un bûcher en Normandie. Qu'importe, cette fille a redonné espoir aux Français. Il paraît qu'un Gascon est dans leur camp. Il a été un des plus valeureux compagnons de la pucelle. C'est Étienne Vignol, mais on l'appelle Lahire. Cela fait 35 ans qu'il a quitté le Castaillon, sa maison natale du bourg de Préchac, dans le bailliage d'Auribat,
à moins de 10 lieues d'ici. Il est fier capitaine que les Anglais redoutent, et on ne compte plus ses exploits dans les rangs des Français. Saint-Sevé vient depuis 2 jours à peine de célébrer la Saint-Jean d'été de 1442. Le roi de France en personne descend sur la Gascogne. Charles VII relève le défi du sénéchal du roi d'Angleterre, Thomas de Ramston. Il veut rendre la place de Tartas au royaume de France. 16 000 chevaux, 32 000 hommes, 120 chevaliers bannerets déferlent sur la Gascogne. Le roi, Monseigneur le Dauphin et Richemont, le connétable, sont à la tête des troupes avec Monseigneur d'Albret. La Hire et Xaintrailles sont de l'escorte. On a vu avec eux les hauts seigneurs d'Armagnac, de Comminges et de Foix. À Meillan, les 2 branches de l'armée ont fait jonction. 4 000 hommes, 8 000 archers cheminent le long de la Midouze. Tartas tiendra-t-il? Par Saint-Jean, Tartas est tombé! À vos murs, clercs et chevaliers, bourgeois émanants de Saint-Sevé et de la Chalosse! Tout le pays est en retrait dans nos murs. Nos 5 fermetés sont sûres. Levons nos milices de pays et d'arrière-pays. Le roi de France couche à Conat. Il marche sur notre bonne ville. Que Monseigneur Saint-Sevé nous ait en sa sainte garde. Avant-garde sur la Dour, bande de chevaucheurs, les troupes passent le gué. Château de Morlan, prends garde, les Français contournent la Cise. 26 juin, tiendrons-nous la semaine? De partout, les cavaliers tâtent les portes. Ils mènent leurs bombardes sur le Castalet. Sus au mur! Doublez les gardes, levez le pont-levis. À l'aide, le Dauphin et ses gens butent sur Pontix. Ils sont au défaut de la cuirasse. Au secours, le Dauphin fait assaut du Castalet. Échelles, traits, bombardes, fascinent dans les fossés. Tenez, tenons ce mercredi, ils sont dedans! Courage, nous tenons la porte du Belloc. Le roi sous l'armure mène ses gens par le ravin du Touron. N'en déplaise au connétable, le maître château tient bon. Oh, longue la nuit d'angoisse et de veille. Qu'en sera-t-il de notre 27 juin? 27 juin, les gens du connétable ont débordé la côte de Brille. Alors tenez, tenez le pont-levis. Tenez sur l'enceinte, les Français n'en veulent qu'à Morlan. Dénie la ville, nous sommes cernés, les Français sont au mur, les Français sont dedans! Morlan est tombé! Prestement, ils ont passé la garnison au fil de l'épée. Oh, Thomas de Ramston, le sénéchal, est prisonnier! Les Anglais fuient! Nous sommes perdus. Sonnez le tocsin, ruez sur le Touron, l'abbatiale est en flammes! Où fuir? Le connétable a relié le roi. Ils ont forcé la porte du Belloc. Ils sont dedans! À moi, Jacques de Jude, vis le gagner. Tous ces Gascons qui s'étaient crus loin du roi dans un autre monde, ils commencent à sentir qu'il est partout. 28 juin, le roi de France. Trompette des victoires, sonnez!
Depuis qu'on a, sur la ville, Charles VII fait chevaucher. Nulle joyeuse entrée de votre majesté, nul jonché de fleurs, nié de vos sujets. Lys d'or sur bleu de France, le pas de votre cheval, sire, hésite sur les gravats. Nul portique d'honneur pour la fierté du vainqueur. Le roi, sous la porte du Touron, s'est courbé comme un pardon qui vient à s'incliner. Le regard du roi est un secret de méfiance, la bonne foi du peuple, un secret de confiance. La bannière de Saint-Denis flotte haut sur les pénons et cimiers des maréchaux. Huque d'or et vive parure feutrent les cliquetis des armures. Puisque sous votre poigne martiale, nos cloches sonnent à la volée sous le portail de l'abbatiale, sire, est-il à rendre les clés de cité dont les portes sont défoncées? Héros d'armes, de France proclamé du roi la clémence, par charte des privilèges et libertés qui soient l'espoir et l'essor de Saint-Sevé. Jean de Chalosse et des Landes, nobles seigneurs, juges, gradués et chevaliers, prieurs, moines, vicaires, chapelains et prébendiers, maires, consuls, jurats et députés, nobles et caviers, bourgeois, marchands, artisans et ouvriers, bergers, paysans et roturiers, vieux et jeunes, sujets de Chalosse et des Landes. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisant à tous, présents et à venir, nous avons reçu l'humble supplication de nos bien-aimés religieux, bourgeois et manants, et habitants de notre ville de Saint-Sevé, nos sujets et justiciables de la dite ville qui est chef de pays. Dans les grandes guerres et divisions qui ont été faites et portées par nos adversaires anglais, en notre royaume, et par espécial au pays des Landes, nos nouveaux sujets ont souffert et enduré tant de pertes et dommages que ça a été impossible de les pouvoir supporter. Pour ce, voulons et ordonnons de grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, que tous nos sujets de la ville et châtel de Saint-Sevé soient et demeure dorénavant à toujours, perpétuellement, en notre seigneurie et celle de nos successeurs rois de France. Considérant la recommandable loyauté des dits suppliants, par ces présentes, exemptons, quittons et affranchissons de tous aides, tailles, quatrième imposition et autres subsides, en ayant quoi adjoignons et unissons notre dite ville et châtel de Saint-Sevé à notre vrai domaine, couronne et seigneurie de France, donné à Saint-Sevé au mois de juin, ce 28e jour, l'an de grâce 1442, et de notre règne le 28e.
Après 3 siècles de suzeraineté anglaise, nous voilà à Saint-Sevé, sujet du royaume de France. Dans les jours qui suivent le siège et la prise de la ville, retournements et révoltes, affrontements et rébellions secouent le cap de Gascogne. Mais force reste désormais au camp des Français. 6 mois se sont écoulés lorsque la nouvelle court dans les armées royales. La Hire, à peine reposée de l'expédition dans sa Gascogne natale, mais minée par ses anciennes blessures, la Hire meurt dans les rigueurs de l'hiver à Montauban, où la troupe a établi ses quartiers. De justesse, au passage d'une rapide chevauchée, il avait pu revoir le Préchac de son enfance. La Hire, ce dédaigné que l'anglais dénommait le mercenaire, le plus ferme au milieu de l'infortune, d'une infatigable vitalité, gai d'humeur et intrépide d'esprit, le plus grand en armes qu'on ait jamais vu, rude compagnon de Dunois Exintrailles, la Hire n'est plus. Et le roi, à cette mort, conçoit vive tristesse. Orléaniste fidèle au parti Armagnac, légitimiste dévoué au dauphin, téméraire de vaillance, à cœur perdu écuyer de Charles VII, en toute bataille, valet de cœur pour son roi, capitaine général de Normandie, lieutenant général de Picardie, bailli du Vermandois, prince de Montargis. Qui voudrait écrire ses entreprises, ce serait longue chose. Un siècle de reconquête par la violence s'achève sur ce gisant de Montmorillon. Les danses macabres et les piétas dolentes estompent la grande pitié du royaume de France. Le Turc, à l'horizon, monte à l'assaut de Byzance. Le Moyen-Âge est bien fini. Louis XI, le diplomate, venu en relais, fixe les bornes du pays français. La fable Charles VIII et Louis XII le Juste, François Ier, le conquérant ailé, nos rois, de victoire en traité, souverains en leur puissance, de leur terre proclament l'unité où s'épandra la Renaissance. En religion, trop de guerre. Entre seigneurs, trop de fraude. Les mécènes de misère trafiquent du pauvre monde. Point ne coulera pour autant l'abbatiale, et pour atroce que Montgomery soit dément, ne se rendra à la Chalosse.
danse la mort, danse la vie. Saint-Sevé croit au devenir, calme d'essor et sans envie, où poindra la France à venir. La Renaissance d'art venu prétend mieux que virtuose à la vigueur sans retenue de vivre chacun sa cause. Mes amis, le 6 de ce mois de juillet, au couvent de Beiris, près de la bastide de Lefrèche, notre roi François a épousé Léonore d'Habsbourg. Le 11, Bordeaux les a reçus triomphamment. À notre tour, célébrons cet événement et réjouissons-nous. Que la fête soit belle.
Les lumières s'éteignent des fêtes scintillantes et les fastes s'estompent d'une époque brillante. Henri, le Béarnais, sur les rives du Louts, s'arrachant des bras de la belle Corisande pour rejoindre Nérac et le pays d'Albret, par un prudent détour évite Saint-Sevé. Sa garnison n'est pas très sûre. Passent les ans, passent les jours, coule tranquille le fleuve Adour. Du grand siècle et de sa grandeur, notre ville n'en connaîtrait que la torpeur, si une brutale ordonnance du contrôleur général des finances n'était venue soudainement aviver le mécontentement qu'éprouvaient bien des Gascons. Dans nos campagnes, la vie s'écoule au rythme des saisons. Nicolas d'Ariotor laboure la terre de son seigneur et maître à Montségur. Grégoire Lamarque d'Arboucave y fait office de maçon. Guillaume du Toya taille à Castelnau les vignes du sire de Marsan. Renaud du Broca tient auberge à Jaune en Tursan. Bertille et Marguerite vont de métairie en métairie louer leurs services pour les travaux du ménage. Jusqu'ici, la contrée ne payait pas la gabelle. Pour faire face à l'épuisement du trésor royal, dû tant aux fastes de Versailles qu'aux campagnes guerrières de Louis XIV, Colbert en décide autrement. Chalosse et Tursan, pays redimés, seront désormais assujettis à l'impôt sur le sel. De par le roi et sur ordre de M. de Colbert, contrôleur général des finances, quiconque se procurera du sel étranger ou passera du sel d'une province à l'autre, quiconque épargnera le sel de sa cuisine pour saler son porc ou emploiera du sel à sa cuisine, du poisson ou du porc salé, quiconque fabriquera du sel avec de l'eau de mer ou fera boire de cette eau à ses bestiaux pour éviter de leur donner du sel, celui-là se rendra coupable de faux sonnage. En conséquence, lui sera infligée une amende de 300 livres et on lui confisquera ses salaisons. Vieillards, femmes et enfants seront fouettés. Les hommes iront aux galères et, s'ils sont pris les armes à la main, seront pendus ou roués vifs en place publique. Fait à Saint-Sevé, Cap de Gascogne, signé Claude Pelot, intendant de Guyenne. Mais il est dans le pays certains qui n'ont pas froid aux yeux. Hommes fiers et courageux, ils savent mieux que quiconque donner trucs et patax à ceux qui leur cherchent querelle. Dans la pénombre des auberges, les esprits s'échauffent et, à la faveur de nuits sans lune, la profondeur des bois s'anime d'illicites mouvances. Je suis Bernard d'Aubigny, né à Coudou, en l'an de grâce de 1638. Mon père y est homme de loi, et ma mère, Diane de Talazac-Bahus, a parmi les siens des hommes qui ont aidé le roi Henri IV à monter sur le trône de France. Pendant 7 ans, oui, 7 ans,
j'ai servi comme cavalier dans le régiment de Crécy. Quand a fini la guerre avec l'Espagne, sitôt signé le traité des Pyrénées, on m'a renvoyé dans ma province. Me voici libre de tout engagement et plein de force, sans peur et sans reproche, ne craignant rien ni personne, à part mon père. Jamais tremblant, vaillant comme l'épée que j'ai à mon côté. Je m'appelle Florent, mais personne ne sait mon nom ni d'où je viens. Mon métier, à moi, est de colporter les nouvelles de village en village. Aucun chemin ne m'est inconnu, et personne, autant que moi, sait où franchir le Gabas et le Lutz. Je dors à la belle étoile quand vient le printemps et m'abrite dans les granges quand survient la froidure. Même les chiens me connaissent qui n'aboient pas sur mon passage. Je sais tout ce qui se passe et j'ai plaisir à l'apprendre autour de moi. Florent suit et Florent mourrait, colporteur de bonnes et mauvaises nouvelles. Depuis plusieurs jours que je marche au gré des coteaux et des landes, je ne vois que misère et n'entends que plainte. Le sel est devenu si rare et si cher, que plus personne, sauf dans les châteaux, et encore, ne sale plus sa viande pour son ménage ou pour nourrir son cochon. On ne sale plus le pot qu'à moitié ou pas du tout. Les gabelous saignent le pays aux 4 veines. Ils ont tué Quentin Layeugue et Geoffroy Ducamp, et aussi Ghislain, celui de la Bordère. 15 hommes de Castelnau sont partis aux galères et autant d'Agedmont. Pelot est arrivé à Saint-Sevé et a dit qu'on jugera par contumace les gentilshommes en fuite. Hier, qui était le 3 mai, il a fait pendre monsieur de Bourrit, le prévôt de Saint-Sevé. On a roué vif Dubourdieu et la Fourcade, ainsi que Desbordes. Ce sont tous des amis de Dodijos. Ça m'est assez, Jean de Tursan et de Chalos, assez des gabelous, assez de leurs bourreaux. Cette canaille de Pelot ne nous soumettra pas. Et surtout, ne craignez pas pour moi qu'il ait dit à ses soldats de me rouer vif ou de pendre haut et court. Sur ce convoi de la Gabelle, pas de répit, pas de quartier. Yahor, Yahor, point ne logeront les dragons. Impôt maudit, nous ne paierons. À moi, Pilate, à moi, Rodrigo, à moi, du plantier. Yahor, 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 Yahor. Ce pays est à feu et à sang. Les invisibles harcèlent sans arrêt les convois de la Gabelle. Dimanche, ils ont tué le curé de Coudure. À la messe, le malheureux avait lu en chair une ordonnance de Pelot interdisant de donner asile ou de porter secours à Dodijos et à ses amis. Hier, dans une auberge, j'ai vu le bourreau qui arrivait de Bayonne. Demain, il doit rouer vif 2 partisans de Dodijos, 2 invisibles. Sur le marché de la Loubère, à Saint-Sevé, Pelot a encore fait arrêter 12 hommes qui vont partir aux galères. Tout n'est plus que désolation et ruine dans ce pays que je parcours. Et les maisons se vident où je porte mes nouvelles. Le peuple se terre de peur de représailles. Et moi, Florent, n'ai plus qu'à annoncer de bien tristes nouvelles.
j'étais Florent, le colporteur, dont personne ne savait le nom ni d'où je venais. Grâce à moi, peut-être, les gens d'ici se souviennent encore que Dodijos a existé. Et les enfants qui naissent et grandissent dans ce pays savent, peut-être grâce à moi, qu'ils habitent une terre d'hommes fiers. Moi, Florent, le colporteur, mémoire d'une dure époque et vieux témoin de ces temps de misère, je dis à ces enfants que par-delà les saisons et les âges, aujourd'hui comme hier et longtemps encore, la liberté n'a pas de prix. Passent les ans, passent les jours, coule tranquille le fleuve Adour. Mais en cette fin du XVIIIe siècle, la misère court dans la ville et ses alentours. Pliant le dos sous les impôts, le pauvre monde geint de la famine au quotidien. Devant telle pitié, une enfant de Saint-Sevé, Agnès Langlade, fille de Jean Langlade, boulanger de bonne réputation, parcourt les rues de la ville, distribuant du pain aux indigents. Tous la connaissent sous le nom d'Agnoutine. Pauvre parmi les pauvres, elle s'est prise d'amour pour eux. Minjat, prawo meinadje, bienet, kei du vumpam fres, et bostaven prawo hen, migne, petite, migne, kevoum, pren prawo hen, migne. Allez, croire, guigna, importa ben, kikot, intalma, pren petite. Durant toute sa vie, Agnoutine continuera son œuvre charitable. Servante de Dieu, servante des pauvres, elle se verra attribuer en 1837 le prix Montyon de l'Académie française, récompensant son œuvre humanitaire. Désormais, sur chaque génération, tombent au vent de l'histoire, de réforme en révolution, tourment et pages de gloire. De la Gascogne jusqu'au Rhin, urbaine civilisation, le peuple se veut souverain sous le drapeau de la nation. « 23 août 1793. Dans sa séance de ce jour-là, la Convention nationale nomme ses commissaires extraordinaires pour se rendre dans les Landes. Cavaignac, Garot, Monestier et Pinet sont désignés par leurs collègues avec le chalossé d'Artiguait, un mugronné violent et cruel qui, quelques mois plus tôt, a voté sans hésiter la mort du roi Louis XVI. Ils ont pour mission de faire respecter toutes les volontés de la Convention, de combattre toutes les autres tendances d'où qu'elles viennent, et de travailler avec ardeur à inculquer aux populations les idées nouvelles. Avant même de quitter Paris, les commissaires sont exaspérés par la coupable tiédeur des habitants de Saint-Sevé
envers la Convention. Aussi, la veille de l'arrivée des représentants de l'Assemblée, Latsag, maire du Cap de Gascogne, lance un solennel appel à la population. Citoyens, mes compatriotes, il est du devoir de tous les bons citoyens de montrer aux représentants du peuple ce que la ville de Saint-Sevé renferme de bons sans-culottes et de les recevoir en fidèles serviteurs de la Révolution. Cet appel va être entendu. Hommes et femmes sortent de leur demeure, de Pontix et du Cap du Pouille, de la Cise et du Touron, du Belloc et de la Guirie, d'Augreil et de Prouyanne. Une foule bruyante et bigarrée converge menaçante vers le cœur de la ville. Chantons notre victoire, vive le son, chantons notre victoire, vive le son du canon. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, le son, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, mais il y a manqué, gare à nos bons quartiers. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours, des sans-culottes des faubourgs, à leur santé buvons, vive ces gais lurons. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Cet enthousiasme populaire réjouit les commissaires de la Convention qui vont mettre à profit cet élan révolutionnaire. Sans-culottes de Saint-Sevé, nos yeux se sont levés sur l'imposture des prêtres et le temple où ils prônaient la tyrannie et le mensonge, devenu le temple de la liberté, ne retentit plus que de la voix de ses fidèles apôtres. C'est pourquoi nous vous demandons de changer le nom de Saint-Sevé qui s'appellera désormais Montadour. Vive la République une indivisible, vive Montadour! La vieille église est devenue le temple de la liberté et de la raison. Sur le fronton de la grande porte figure cette inscription: « Le peuple français croit à l'être suprême et à l'immortalité de l'âme ». Les dimanches sont remplacés par les décadis. Ces jours-là, une procession républicaine se forme sur la place du Tour du Sol. Par la rue Neuve, elle gagne la place de la Liberté où elle s'arrête devant l'arbre du même nom. Alors, la déesse de la liberté, assise sur son pavois triomphal, dans le costume et l'attitude d'une divinité, est exposée aux regards avides de ses croyants qui font semblant d'adorer.
Avant l'entrée de la déesse dans le temple, citoyens et citoyennes de Montadour, genoux à terre, lui rendent un dernier hommage. En cette fin d'année 1793, Montadour vit dans la terreur. Les sans-culottes déchaînés pourchassent et traquent les ennemis de la Révolution. Gare à qui est suspect de ne pas embrasser fait et cause pour la Convention nationale et les idées incendiaires que répandent ses agents à travers la région. Le 24 mars 1794, le tribunal révolutionnaire s'installe au premier étage d'une maison, sise au coin de la place de la Liberté, où les juges vont siéger sans désemparer jusqu'au 5 avril. Mais déjà, un arrêté en dit long sur les événements que Montadour s'apprête à vivre. Les sous-signés représentant la Convention nationale requérons la municipalité de Montadour de faire dresser sur le champ l'échafaud et de prendre les mesures nécessaires à l'application rapide de cette mesure révolutionnaire. Le citoyen du Noguet, coutelier dans la commune, sera chargé de repasser le fer sur le champ et toutes affaires cessantes, le fer qui sera remis par l'exécuteur des jugements criminels. Le citoyen du Broca fournira une livre de savon pour savonner les coulisses de la guillotine. Le citoyen du Prat fournira 2 mesures de son pour étancher le sang. De plus, 50 hommes sont requis pour maintenir l'ordre avant, pendant et après l'exécution. Les bois de la guillotine montés, le procès peut commencer. Pendant 12 jours, la haine, la peur, la violence et la mort saisissent Montadour et les environs. Les juges révolutionnaires font comparaître devant eux une trentaine de citoyens et d'abord une femme, Marie Larquier d'Urgons. Le verdict est proclamé. Considérant la faiblesse, l'âge et la pauvreté de la dite Larquier, la condamnant est exposée sur la guillotine au regard du peuple pendant 4 jours consécutifs. Avec un écriteau recelaire de conspirateurs et à 6 mois de prison. Au dernier jour de l'interminable procès, la sentence est terrible. La Convention nationale, convaincue que les 10 citoyens sont coupables d'avoir avili la République une et indivisible, les condamne à la peine de mort et ordonne que le présent jugement sera exécuté à l'instant sur la place de la Liberté de cette commune. Les têtes tombent sous le couperet. Alain Tartas, 86 ans, d'Urgons.
Jean-Pierre de Lartigue, 32 ans de Sorbetz. Pascal Bestaven, 92 ans de Perquy. Jean de Lamastre, 48 ans de Bourdos. Serge Lasserre, 78 ans de Miramont. Annie Mourgue, 77 ans de Mont-de-Marsan. Marc Descors, 76 ans de Clède. Jean Montségur, 23 ans de Clède. Jean-Marie Daugrey, 88 ans d'Audignon. Joseph Pommiès, 60 ans de Perquy. Hervé Lasserre, 72 ans de Montadour. Arnaud Carrère, 32 ans de Miramont. Bertrand Lolong, 82 ans. Jean Bidalas, 40 ans. Lucien Féménia, 98 ans de Pairos. Salomon Mérican, 42 ans de Montadour. Nathan Pouvreau, 19 ans de Perquy. Benoît de Pasquiat-Péos, 82 ans de Montadour. Sophie Delattre, 60 ans. Bernard d'Abadie d'Espodic. Leur mission accomplie, les envoyés de la Convention quittent la ville. La guillotine est démontée. Mais la place de la Liberté, pour quelques jours encore, retentit souvent de chants révolutionnaires. Très bien. Hé, sale culotte de Montadour! Eh bien, réjouissez-vous! La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les idées de notre révolution, ont fait naître un espoir qui ne s'éteindra jamais! Allez! La tourmente passée, Montadour va redevenir Saint-Sevé. La ville est le siège d'un district, plus tard d'un arrondissement. Deux jeunes gens d'une vingtaine d'années ont été les témoins de cette période de terreur dans leur ville et aux environs. L'un se prénomme Maximien et son nom est Lamarque, l'autre est Antoine Durieux. Tous deux sont de noble origine. Ils entendent l'appel des armes et volent au secours de la patrie en danger. Ils vont, dans le sillage de l'empereur, sur tous les champs de bataille de l'Europe, porter très haut le renom du Cap de Gascogne. Sonnez, clairons! Battez, tambour! La grande épopée commence! Maximien Lamarque est né à Saint-Sevé le 11 juillet 1770. Volontaire au bataillon des Landes, il y est nommé lieutenant le 3 avril 1793. Moins d'un an plus tard, il est capitaine de grenadiers.
adjoint à l'état-major de l'armée des Pyrénées-Orientales le 13 Germinal an II. Adjudant général, chef de bataillon, le 24 Thermidor de la même année. Adjudant général, chef de brigade, le 25 Prairial an III. Une brillante carrière débute sous le feu des obus ennemis. Fontarabie, Enghien, Muskirch, Eustedt, Oendinden, Vendée, Altafulla, Laibach, Capri, Austerlitz, Wagram. Il est de toutes les batailles. Toujours en tête de ces hommes sous la mitraille, digne émule des grands soldats de la France. Tant de bravoure, de si brillants états de service ne peuvent passer inaperçus. Le premier consul de la République, ayant une entière confiance dans la fidélité, la valeur et l'expérience du citoyen Lamarque, le nomme au grade de général de brigade pour faire partie de l'état-major général de l'armée et prendre rang à la tête du 15 Ventose en 9. Ordonne en conséquence à tous les officiers d'état-major, chefs de brigade, chefs de bataillon et d'escadron, officiers, sous-officiers et soldats, de le reconnaître en la dite qualité. Donné à Paris le 30 Fructidor l'an 11, signé Bonaparte. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le premier consul, je vous remets les insignes de votre grade. Antoine Durieux est né à Grenade-sur-Adour le 20 juillet 1775. À l'âge de 18 ans, il est élu capitaine au 6e bataillon de volontaires des Landes. Avec l'armée d'Italie, il combat dans le Tyrol. Membre de l'expédition d'Égypte, il se distingue aux Pyramides le 21 juillet 1798. Le 6 juillet 1809, il rejoint la Grande Armée à Wagram, où il est promu colonel par l'empereur, qui écrira dans le mémorial de Sainte-Hélène: si tous les officiers étaient de la trempe de Durieux, la France serait invincible. Il participe ensuite à la campagne de Russie comme chef d'état-major général du prince Eugène, qui remarque sa conduite à Borodino. Général de brigade à 38 ans, il est blessé à Dresde en 1813, puis à Waterloo alors qu'il est maréchal de camp, chef d'état-major du 6e corps d'armée. En 1828, il est promu lieutenant général, général de division en 1829. En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés par Sa Majesté, je vous remets les insignes de votre grade. À Wagram, Lamarque et Durieux sont en première ligne. Leur division fait tête de colonne de l'armée d'Italie. Elle emporte les positions de l'ennemi qui tirait avec 600 pièces. Au soir de cette grande victoire, Lamarque, à la lueur du bivouac, peut écrire à sa mère: l'empereur m'a dit ce matin: Lamarque, vous êtes couvert de gloire. Tous mes aides de camp sont blessés. Je n'ai pas attrapé la moindre égratignure, mais j'ai eu 4 chevaux tués sous moi. Presque tous ceux qui m'entourent ne se portent pas très bien. Durieux seul est resté, et l'empereur vient de me l'accorder pour aide de camp. Maximilien Lamarque, Antoine Durieux, lorsque finira la guerre, la ville enthousiaste accueillera ces 2 héros à bras ouverts. Sonnez, clairons, battez, tambours, de ces hommes de fer auréolés de gloire,
qu'à jamais reconnaissant, le pays fidèlement conserve la mémoire. Les bruits de l'épopée napoléonienne s'apaisent. Un moment dispersés sur les champs de bataille, les hommes sont de retour au bercail. Changement de régime et de souverain n'affectent pas la vie de notre cité, qui s'écoule paisiblement, même si grêle et sécheresse obscurcissent parfois un ciel serein. Passent les ans, passent les jours, coule tranquille le fleuve Adour. En 1832, un événement endeuille Saint-Sevé. Le général Lamarque est emporté par le choléra qui sévit dans la capitale. Notre ville se mobilise pour élever un monument à sa mémoire. 30 ans plus tard, Antoine Durieux est inhumé à Saint-Sevé. À l'issue de sa brillante carrière militaire, Durieux s'était retiré au Cap de Gascogne sans pour autant mettre un terme à son inlassable activité, tout en continuant d'amasser honneurs et titres. Député des Landes de 1834 à 1845, pair de France en 1845, Grand Croix de la Légion d'honneur en 1859. Les noms des généraux Lamarque et Durieux restent gravés sous l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. Au fil des jours, le cœur de notre Cap de Gascogne bat au rythme novateur de cette seconde moitié du XIXe siècle. L'été 1880, Saint-Sevé vient de vivre ses fêtes de la Saint-Jean. Après la fièvre des festivités, la ville s'apaise dans la chaleur de l'été. À l'ombre fraîche des platanes, la presse locale est le centre de maintes conversations. Ah ah, cher ami, savez-vous ce que la Chambre des députés vient de décider? Et quoi donc? Désormais, la fête nationale sera célébrée le 14 juillet. D'ailleurs, regardez ce qu'en dit le Progrès de la Chalosse. Dans quelques jours, le canon résonnera du sommet de Morlane. Ces détonations répétées apporteront au loin comme un écho retentissant de la fête nationale à laquelle notre ville prendra une grande part. Quand, dans sa fureur léonine,
le peuple renverse ses sombres murailles, élevées par le despotisme, il marque pour toujours l'ère de la liberté, tant pour le noble que pour le prolétaire. Vive la France, vive la République! Avis à la population. La population est invitée à pavoiser et à illuminer pour la fête nationale. Le maire informe les indigents de la commune qu'une distribution de vivres et d'argent leur sera faite ce jour-là à 9 h dans la salle de spectacle. Par ailleurs, les débitants de boissons de l'arrondissement sont autorisés par monsieur le sous-préfet de Saint-Sevé à ouvrir leur établissement toute la nuit du 14 juillet. Le matin, il y aura des jeux divers à Morlaix. À 4 h, course landaise, présidée par monsieur le sous-préfet. Le soir, feu d'artifice à la demi-lune. Signé l'adjoint faisant fonction Auguste Faget. Qu'on se le dise! Ah, quelle belle journée que ce 1er 14 juillet 1880. À Morlagne, notre vieux canon a tonné 70 fois. Jusque dans ce recul, il y avait de la gaieté. La ville resplendissait de mille feux, lampions et flammes tricolores. Pontix, la Guillerie, le lycée, les platanes, la sous-préfecture présentaient un aspect ravissant. À plusieurs reprises, dans la journée, l'Orphéon se fait entendre. Monsieur le sous-préfet, représentant l'État républicain, escorté de la gendarmerie en grande tenue, a honoré la fête de sa présence. À 4 h, en compagnie de monsieur le maire, il a présidé la course landaise. À la fin de la course, il a prononcé une allocution accueillie au cri de « Vive la République », saluée d'une vibrante Marseillaise. Puis, à la nuit tombée, un feu d'artifice a illuminé pour quelques instants encore notre belle cité.
Passent les ans, passent les jours, coule tranquille le fleuve Adour. Ah ah, cher ami, tu connais la nouvelle? Le chemin de fer arrive jusqu'à nous. Dès l'été 1891, on ira de Saint-Sevé à Mont-de-Marsan en moins d'une heure. Comme je te le dis, en moins d'une heure. La première semaine, 80 voyageurs par jour en moyenne ont emprunté le train. Saint-Sevé, Saint-Sevé, attention au départ! Quelques années plus tard, ils seront encore plus nombreux à utiliser ce nouveau mode de transport pour assister, le 9 octobre 1898, à l'inauguration du nouvel orgue de l'abbatiale. En effet, Saint-Sevé vient de donner comme successeur à son vieil orgue d'Ombedos un merveilleux cavaille-école que tant de villes lui environt désormais. Monsieur Francis Planté, le célèbre pianiste virtuose, a accepté d'organiser la cérémonie qui a lieu à Vêpres en présence de nombreuses personnalités locales. Les maîtres Ambroise Dupouille, titulaires de nos orgues, puis Guy Alsubide, Monsieur de la Case et Joseph Daen se sont succédés devant les trois claviers et le pédalier pour faire chanter les 36 jeux au travers de 2130 tuyaux. Le maître Francis Planté, arguant de son manque de pratique de l'orgue, a refusé de se produire, mais a promis une surprise en compensation. Et quelle surprise! Mademoiselle Marie de Latouche, accompagnée du grand violoncelliste André Eking et de la chorale de Saint-Sevé, a interprété l'Ave Maria de Gounod. Mais pourquoi ce joyeux carillon en cette matinée du 28 août 1900? C'est que les portes de l'abbatiale s'ouvrent pour un grand mariage qui fait grand bruit dans notre ville et dans la région. Élisabeth de Spence épouse Jacques de Goutte-Lastouzeille. Elle descend de Patrick de Spence, officier dans la compagnie des gardes écossaises qui suivit Louis XI en Gascogne et épousa en 1466 la demoiselle Jeanne de Saulx, fille du seigneur d'Estignolles. La famille est implantée en Chalosse depuis 4 siècles et une longue lignée d'officiers et chevaliers de Saint-Louis sont morts au champ d'honneur. Lui appartient à une ancienne famille du Languedoc et il est juge suppléant au tribunal de Saint-Sevé. La mariée est charmante dans sa robe blanche. Après la messe, 30 landaux mènent au château d'Estignolles la centaine d'invités. Un magnifique dîner y réunit les convives dans une salle décorée avec un goût exquis de verdure et de guirlandes. Le champagne pétille dans les coupes de cristal. Au
fenêtres du château, 1000 lampions s'allument. Dans les bosquets voisins, les lanternes vénitiennes jettent des lueurs multicolores. La fête se termine par un bal suivi d'un souper, et M. Raymond de Laborde se montre le barde inspiré de ce brillant mariage. Entre deux valses, il porte au nouveau couple un toast très applaudi. Vous aviez foulé bien des routes, vu pointer au ciel main clocher, et vous étiez venu chercher, loin de la terre natale, au vert pays de la cigale, dans un prétoire au sombre mur, une robe d'un noir sévère. Ainsi vous connûtes Morlane, le tour du sol, et sous un platane, une autre robe, celle-là toute blanche, passe. Et voilà comment, en cherchant une robe qui n'a rien des couleurs de l'aube, on en trouve deux quelquefois. Ainsi, cher monsieur de Goutte, à Saint-Sevé, vous avez trouvé le bonheur, cette chose rare dont la Providence est avare. Jeune longtemps, et puis très vieux, charmants époux, soyez heureux. Ah, quelle belle fête ce fut là! On en parla longtemps dans toute la contrée, et chacun garde le souvenir de ce brillant cortège. La place du Tour du Sol en est restée longtemps toute frémissante. C'était bien son tour d'être heureuse, elle qui aura vécu tant d'événements douloureux dans la vie de la cité. Mais nous voici déjà dans un autre siècle. Et ici s'arrête cette évocation au fil des ans, au fil des jours. Les lampions éteints et la scène déserte, la nuit à nouveau va envelopper notre petite ville, celle que nous aimons et dont nous venons par amour de vous conter l'histoire. Notre joie sera grande si vous avez eu plaisir à feuilleter avec nous ce beau livre d'images.
Et si, ensemble, gens d'ici et d'ailleurs, nous avons, vous et nous, au passé su rendre hommage. Fleurs d'héritage et de labeur, mes éphémères figurants, sur ta route et de cœur meilleur, l'avenir est à présent. Ô ville de Saint-Sevé, Cap de Gascogne, dès ce soir, qu'il soit bon pour longtemps d'avoir vécu en tes instants. La cassette du spectacle auquel vous venez d'assister et qui vient d'être réalisée sera prochainement à votre disposition moyennant la somme de 150 francs. Vous pouvez retenir cette cassette dès ce soir au guichet. Merci. Merci à tous de votre présence et bonne nuit. Ainsi se termine notre spectacle et en tant que présidente de l'association culturelle, je tiens à remercier tous les acteurs et tous ceux qui de près ou de loin ont permis de faire ce spectacle. Je tiens également au nom de tous à remercier Marie-Claude Momas, qui est l'organisatrice et qui est metteur en scène de ce spectacle. Je tiens au nom de tous donc à lui remettre ce bouquet de fleurs.